il s'appelle, monsieur? Pardon, je suis là. Monsieur Simeone, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Notre invité politique, Gilles Simeone, président du Conseil exécutif de Corse. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale représentée par Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Bonjour Christelle. Bonjour Yann, bonjour Gilles Simeone. Bonjour madame. On va parler de l'avenir institutionnel de la Corse, Gilles Simeone, puisque vous serez auditionné cet après-midi au Sénat. Le Sénat qui entame une mission sur l'avenir institutionnel de l'île. Le projet de loi constitutionnelle que vous avez négocié avec Gérald Darmanin prévoit un statut d'autonomie de la Corse au sein de la République. Mais pour ça, il doit être voté par le Parlement. Vous serez donc auditionné par les sénateurs. Est-ce que vous pensez réussir à les convaincre? En tout cas, je l'espère. Déjà, je suis heureux de pouvoir être auditionné cet après-midi par la mission sénatoriale. Nous avons eu un certain nombre de contacts préliminaires avec le président Larcher, que je devrais revoir aujourd'hui dans la journée. Là aussi, bien sûr, je m'en réjouis. Donc, dialogue avec les sénateurs, dialogue avec les députés, c'est très important pour moi, pour nous, pour les élus de la Corse, que d'échanger déjà, et puis, en ce qui me concerne, d'essayer de convaincre le plus largement possible. Qu'est-ce que vous allez leur dire pour les convaincre? Mais d'abord, je suis là notamment pour répondre à leurs questions. J'ai entendu mon prédécesseur sur ce plateau dire Mathieu Darnaud, sénateur de l'Ardèche. Le sénateur de l'Ardèche, donc une région montagneuse, souligner que... à moitié, on va dire. Non, mais on sait qu'il y a un certain nombre de points qui sont considérés comme des points durs de la discussion à venir, notamment avec le Sénat et singulièrement avec la majorité sénatoriale, puisque au moment où on parle, le président Larcher, celles et ceux qui le soutiennent, ont déjà exprimé leur réserve, pour ne pas dire un peu plus, par rapport à un transfert de compétences de nature législative. Or, c'est ça le point dur, c'est le législatif. C'est un des points essentiels de la discussion. Or, le transfert d'un pouvoir législatif, de nature législative, est un critère nécessaire d'une véritable autonomie. Donc on voit bien que de ce côté-là, il y a des points d'équilibre à trouver, un travail d'explication d'abord à faire, de conviction. Mais qu'est-ce qu'il vous dit, Gérard Larcher? Est-ce qu'un accord vous semble possible, ou est-ce que pour lui, il y a des lignes rouges de votre côté, du sien, qui ne pourront pas être dépassées? Moi, je ne pense pas qu'on puisse aller vers une discussion complexe qui est fondamentalement politique avant que de devenir juridique, en posant des préalables, des lignes rouges, ou en disant par avance, moi, si je n'obtiens pas ça, je m'en vais. C'est-à-dire que vous n'avez pas de ligne rouge non plus à ce moment. Non, moi, je vais vers le président Larcher, vers les sénateurs, vers les députés, comme je suis allé vers le gouvernement. C'est-à-dire avec d'abord une légitimité démocratique, réitérée, confirmée, amplifiée à chaque élection, avec aussi des convictions profondes, un idéal, et avec la légitimité historique d'un combat qui s'est inscrit pour la période contemporaine sur plus de 60 ans. Donc moi, ce que je vais aller dire aux sénateurs, d'abord, aux députés ensuite, à l'ensemble de mes interlocuteurs, y compris les responsables des principales formations politiques en France que j'aurai l'honneur de rencontrer, c'est qu'il me semble que le moment est venu d'apporter une réponse politique, une réponse juridique, une réponse institutionnelle, de nature constitutionnelle, économique, sociale, culturelle, à une question qui a été une question complexe, extrêmement conflictuelle, et que l'on peut aujourd'hui régler de façon définitive à travers une solution politique progressive. Est-ce que l'absence de transfert de pouvoir législatif serait une ligne rouge pour vous ? Ça serait un problème lourd et grave, dans la mesure où, je vous l'ai dit, le critère décisif d'un véritable statut d'autonomie, c'est une capacité législative. C'est comme ça dans toute l'Europe, c'est comme ça dans toutes les îles de Méditerranée qui sont autonomes pour la plupart d'entre elles depuis plusieurs décennies, sans que cette autonomie n'ait débouché sur un statut d'indépendance. Donc c'est vers là que nous souhaitons aller, et c'est vers là aussi que l'Assemblée de Corse a voté à une très large majorité, c'est important, une majorité qui dépasse le camp autonomiste ou nationaliste. Mais pourquoi? Parce que peut-être pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément bien le dossier corse, pourquoi, selon vous, la Corse doit devenir autonome? Il y a plusieurs arguments. Je vous l'ai dit, il y a l'argument de la légitimité démocratique, il y a l'argument historique, il y a le fait géographique.
l'insularité est un élément qui induit des conséquences au plan économique notamment. Il y a l'argument tiré du droit comparé. Toutes les grandes îles de Méditerranée ou de l'arc atlantique, je pense notamment aux Açores, sont autonomes depuis longtemps, et cette autonomie, c'est important de le signaler, a conduit à un développement économique, social, culturel. Ceci étant posé, la réalité, ce n'est pas non plus de faire de la revendication d'autonomie un objet de fétichisme institutionnel. Il y a des problématiques que vous connaissez, que j'ai eu l'occasion d'aborder, y compris dans cette émission, liées par exemple à la spéculation foncière, liées à la nécessité d'un développement équilibré entre la montagne et le littoral en Corse, les relations, notamment la gestion des flux de transport externes et internes. Il y a toute une série de données économiques, sociales, par lesquelles nous pourrions répondre de façon plus satisfaisante pour les Corses à travers un statut d'autonomie. Mais est-ce que cette autonomie, ça n'est pas un premier pas vers une séparation de la France et de la Corse? C'est ce que craignent certains élus ici, à l'Assemblée? Je sais que c'est une crainte récurrente et qui est aussi instrumentalisée par celles et ceux qui sont en fait les tenants du conservatisme en disant « attention, l'autonomie, c'est le marchepied vers l'indépendance ». C'est faux. Je pense que l'expérience le démontre, je vous le disais tout à l'heure. Prenons l'exemple de la Sardaigne. La Sardaigne est autonome depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et le mouvement indépendantiste est aujourd'hui extrêmement minoritaire en Sardaigne. Donc il n'y a pas de déterminisme qui puisse permettre de dire lorsqu'on a l'autonomie, on va vers l'indépendance. Et je dirais même à contrario que moi je fais le pari de la réussite, et je pense que la France, l'État, la nation française sont suffisamment forts pour pouvoir reconnaître la Corse, le peuple corse, la nature insulaire du territoire corse, pour aller vers un statut d'autonomie qui est, je le rappelle, la règle dans l'Union européenne, quelle que soit la nature de l'État. Donc l'État et la nation française sont suffisamment forts pour aller vers cette autonomie. En sens inverse, traiter une aspiration légitimée par les urnes, qui s'est inscrite dans la durée, qui a aussi conduit, je le rappelle, à un conflit lourd avec malheureusement des centaines de morts, des milliers d'attentats, des milliers d'années de prison qui ont été distribuées au fil des décennies. Répondre à une telle aspiration, je le répète, légitimée par les urnes en disant non, nous n'avancerons pas, c'est risquer de mettre le couvercle sur la marmite. Je rappelle notamment qu'en 1975, Liberbou, qui était un plénipotentiaire envoyé par le gouvernement de l'époque en Corse pour essayer de régler la question corse, qui était déjà extrêmement puissante à l'époque, avait répondu lors d'une réunion au comble de la colère, c'est une réunion un peu chaude, même 250 000 Corses autonomistes ne feront pas changer la Constitution. Il avait ainsi signifié que, quelle que soit la légitimité de la revendication, il y avait des verrous indépassables. Cette réponse, qui a été interprétée par l'ensemble des forces autonomistes comme une fin définitive de non-recevoir, a conduit, quelques semaines après, aux événements d'Aléria, avec le drame qu'on sait, qui ont fait basculer la Corse dans une Donc juste pour être clair, Gilles Simeone, vous dites, si cette réforme ne passe pas, il y a un risque de retour de la violence urbaine. Je ne veux pas le poser en ces termes, parce que vous le savez, je suis autant attaché à la démocratie comme méthode et comme objectif qu'à l'autonomie ou à la reconnaissance du peuple corse. Donc, je l'ai dit clairement, toute ma trajectoire politique en tant que militant, en tant qu'élu, a été pour contribuer avec beaucoup d'autres à mettre un terme à la violence clandestine. Mais cet arrêt que je souhaite définitif et irréversible de la violence clandestine doit aussi s'accompagner, bien évidemment, d'une solution politique globale. Donc moi, je ne viens pas dire, encore moins au moment décisif qui s'ouvre, où il s'agit de convaincre, attention, si vous ne nous donnez pas raison, il y aura un retour à la violence. Ça pourrait être interprété comme une forme de chantage à la violence, et de cela, je ne veux absolument pas. Ceci étant posé, dites attention, c'est une éventualité, et c'est une possibilité. Il est clair qu'aujourd'hui en Corse, le feu couve sous la cendre, qu'il y a des phénomènes puissants de spéculation immobilière, de déséquilibres économiques et sociaux.
tout simplement de refus de prendre en compte la légitimité des urnes et que tout cela contribue à créer une situation qui peut très rapidement devenir ingérable. Et donc pour éviter cela, il faut aller bien sûr vers la prise en compte de ce qu'ont souhaité les Corses à travers les urnes et vers la construction réciproque d'une solution politique. Est-ce que ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie il y a quelques jours peut se passer en Corse ? Peut-être pas selon les modalités propres à la Nouvelle-Calédonie, à la Kanaki, dire en un mot, parce que c'est important. Vous savez, nous avons la famille politique à laquelle j'appartiens, dont je suis issu, a une solidarité politique et historique avec le peuple kanak. Donc, bien sûr, s'incliner devant toutes les victimes, bien sûr, dire qu'il faut que la paix et l'apaisement reviennent, mais rappeler aussi que la paix durable ne peut émerger que d'une solution politique, et cette solution politique, à mon avis, elle passe par des gestes forts. Je pense notamment au retrait de la loi constitutionnelle, en tout cas à l'interruption du processus ayant conduit à revenir sur la loi électorale en Kanaki. Ceci étant dit, on se rappelle aussi que le gouvernement refusait de dialoguer, notamment avec la majorité nationaliste, et que ce refus a duré pendant plusieurs années. Et que malgré ce refus de 2015 à 2022, 7 années pendant lesquelles, sans cesse, nous avons demandé l'ouverture d'un dialogue politique, on nous a fermé la porte, et que malgré cela, nous avons pesé de tout notre poids et de toute notre volonté pour que la tentation de la violence, sous quelque forme que ce soit, ne reprenne pas vigueur. Il y a eu le 2 mars 2022 l'assassinat dans des conditions insupportables et qui restent à ce jour non totalement élucidées d'Ivan Colonne. Cet assassinat a conduit à l'embrasement de la Corse, sans que personne n'ait vu venir ce qui allait se passer. Moi, j'ai tendance à penser, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, le feu couve sous la cendre, qu'on ne répond à une aspiration politique, économique, sociale, culturelle, sociétale de fond que par des réponses politiques fortes. Et que si on traite ces aspirations par le déni, par le refus, par le blocage, on crée les ingrédients de crise politique majeure. Je ne voudrais pas que cela arrive et je pense qu'il y a vraiment un autre chemin et c'est bien sûr cet autre chemin que nous allons essayer d'ouvrir dans le dialogue. D'abord le dialogue qui s'est noué et qui a largement réussi avec le président de la République, qui a pris l'initiative à travers son discours du 28 septembre 2023 devant l'Assemblée de Corse, le président de la République qui a pris l'initiative de situer le débat et le dialogue à son bon niveau. C'est essentiel de le rappeler. Il y a eu ensuite le ministre Gérald Darmanin qui s'est engagé, qui avait reçu mandat du président de la République pour construire... Est-ce qu'aujourd'hui vous avez un calendrier sur la suite du processus ? Oui. Je termine. Donc, le ministre Darmanin, qui a dialogué, notamment avec les élus de la Corse, mais avec l'ensemble des forces politiques, économiques, sociales, et bien sûr, à ma place, et dans le cadre de mes prérogatives, j'ai participé à ce dialogue et à l'animation de ce dialogue. Ça a débouché sur ce projet d'écriture constitutionnelle qui a fait l'objet d'un vote quasi unanime de l'Assemblée de Corse de la diversité de sa représentation. Donc, on a ainsi clôturé de façon positive la première phase du processus. S'ouvre aujourd'hui la deuxième phase, essentielle, celle qui doit nous conduire à la révision constitutionnelle, sous réserve bien sûr de l'approbation par le Congrès, au terme de la procédure de vote de l'Assemblée nationale et du Sénat, et puis également la construction d'une loi organique qui doit être la mise en musique de cette perspective constitutionnelle, et bien sûr, le processus ne pourra être considéré comme abouti que si cette deuxième phase réussit. Quel est son calendrier ? Il a pris du retard. Nous avons été reçus, ça a été dit là aussi par le sénateur qui m'a précédé, le 11 mars, par Gérald Darmanin. Nous avons finalisé un accord politique autour d'un projet d'écriture constitutionnelle. Il était prévu que le président de la République me reçoive et reçoive les élus de la Corse pour qu'il nous annonce ce que devait être le calendrier prévu pour être resserré. Il vous a toujours pas reçu ? L'actualité internationale, d'une part, et les événements en Nouvelle-Calédonie, d'autre part, ont conduit à reporter ces rendez-vous. Mais vous avez un rendez-vous de fixé, là, aujourd'hui, ou pas encore ? En tout cas, il est prévu en son principe
pour se concrétiser dans les tout prochains jours. Donc vous allez le rencontrer, mais seul ou avec l'ensemble des élus? Je pense qu'il y aura une rencontre en 2 temps, ou peut-être en 2 phases. Il est prévu que le président de la République et moi nous voyons. Et là, vous avez une date ou pas encore? Comme nous avions eu l'occasion de le faire en amont de sa venue en Corse pour son discours devant l'Assemblée de Corse. Et puis il est très important, et tout aussi important, que le président de la République rencontre la délégation des élus de la Corse. Le calendrier qui est prévu, c'est bien sûr que dès la rentrée de septembre, eh bien, le Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale soient saisis pour pouvoir débattre. Mais bien évidemment, ce calendrier est également conditionné par l'évolution de la situation politique nationale, européenne et mondiale. Justement, on est dans un contexte d'élection. Est-ce qu'Emmanuel Macron ou un membre de l'exécutif vous a demandé d'apporter pour ces européennes un soutien à la liste de la majorité présidentielle? Non, le président Macron ne m'a pas demandé de soutenir la liste conduite par Mme Ayer. Ceci étant, moi, ma position est claire. D'abord, je suis président du Conseil exécutif de Corse. Je n'ai pas vocation institutionnellement à m'impliquer directement dans cette élection. Aucun candidat ne représente directement, ou aucune liste ne représente directement la majorité institutionnelle que je conduis. Ceci étant, je reçois l'ensemble des candidates et candidats qui, lorsqu'ils viennent en Corse, me sollicitent pour un rendez-vous. Je suis heureux de le faire. Ça nous donne l'occasion d'échanger non seulement sur la Corse et la perspective de statut d'autonomie, mais également sur la vision de l'Europe portée par chacune et chacun des candidats. Et bien évidemment, le fait que chaque candidat se positionne, y compris par rapport au statut d'autonomie, permettra aux Corses de se positionner en leur âme et conscience, avec quand même un élément qui est clair. Je pense que dans l'esprit de celles et ceux qui iront aux urnes le 9 juin, y compris en Corse, ce n'est pas la situation de la Corse ou la perspective d'autonomie qui sera leur premier moteur pour aller voter. C'est une élection dont le résultat est déterminé par des considérations qui sont très extérieures à la Corse. C'est comme ça que vous expliquez que le fait que Marine Le Pen soit très populaire en Corse, alors qu'elle-même est opposée à un statut plus autonome? Oui, bien sûr, il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe à ce que dans toutes les élections territoriales, les candidats de Mme Le Pen soient dans des scores très marginaux, avec des majorités très fortes, plus de 70% des voix, avec un très fort taux de participation lors des dernières élections territoriales, plus de 70% des voix en faveur de listes nationalistes ou autonomistes, et puis lors des élections nationales ou européennes, des scores très forts pour le Rassemblement national et de façon générale pour l'histoire. C'est un paradoxe, il y a plusieurs facteurs d'explication. D'abord, je rappellerai qu'il y a des taux d'abstention qui ne sont pas les mêmes. Je pense qu'aux européennes, il risque d'y avoir un taux d'abstention très fort et que les gens qui vont voter sont, pour beaucoup d'entre eux, des gens qui sont motivés par le vote en faveur, par exemple, de M. Bardella. Est-ce que c'est un vote d'adhésion à ses idées? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a aussi un vote sanction, il y a un vote protestataire. Ceci étant, je vais énumérer et énoncer des truismes. Je ne pense pas qu'il faille traiter par le mépris ou par la stigmatisation les électrices et les électeurs qui votent en faveur du Rassemblement national ou d'une liste d'extrême droite. Moi, je suis très clair. Mes idées, de façon générale, avant même de parler de la Corse, sont aux antipodes de celles qui sont véhiculées par M. Bardella ou par M. Zemmour, par exemple. Je parle d'eux au plan français, je pourrais parler de leurs homologues au plan européen. Donc, au-delà même de la Corse, la vision qu'ils portent de la France, de l'Europe, du monde, des relations entre les femmes, les hommes, les peuples, sont aux antipodes des valeurs dans lesquelles je me reconnais. Donc déjà, en disant cela, je dis de façon claire, au moins à mon avis, en tant que citoyen, en tant que responsable politique, vers qui il ne faut pas aller. Ceci étant, je sais aussi que quoi que je dise, un certain nombre de citoyennes et de citoyens ont fait leur choix, donc il faut écouter ce choix, il faut le comprendre. Mais d'autant, Gilles Simeone, il faut y répondre, certainement pas en alignant le discours ou les pratiques politiques sur les thèses de l'extrême droite, mais peut-être en recrédibilisant le débat politique, en apportant des réponses opérationnelles dans des domaines qui ne sont pas seulement les domaines de la lutte contre l'immigration, contre la délinquance,
il faut une politique migratoire, il faut une politique de fermeté. Mais juste, pardon, parce qu'il y a en Corse, mais Gilles Timone, il y a en Corse la montée d'un nationalisme identitaire qui est proche de l'extrême droite. Comment vous l'expliquez? Je pense que c'est une OPA des idées de l'extrême droite française et européenne, ou plutôt une tentative d'OPA sur une partie du mouvement nationaliste. Donc là aussi, moi, je respecte celles et ceux qui se reconnaissent dans cette démarche. Je dis qu'elle est au... Mais elle va réussir, l'OPA? Est-ce que vous pourriez être dépassé par ce nationalisme identitaire? C'est les Corses qui en décideront. Moi, je sais que le fil historique dans lequel nous sommes, c'est le fil historique de la défense du peuple corse, de son droit à la vie, mais que ce fil historique, il comporte également de façon indissociable des valeurs qui sont celles de l'humanisme, de la fraternité, de la solidarité, de l'ouverture vers le monde extérieur, et donc des valeurs qui sont aux antipodes de ce courant d'extrême droite qui se développe actuellement en Corse et qui se part, à mon avis, de façon abusive, des oripeaux du nationalisme corse. Historiquement, le nationalisme corse... Pour vous, c'est pas des nationalistes corses? Non, moi je délivre pas des brevets en nationalisme ou en non-nationalisme. Déjà, le terme lui-même est un terme ambigu, puisque en Corse, il a historiquement désigné un mouvement qui est profondément progressiste, alors qu'à l'échelle française ou à l'échelle européenne, le nationalisme est traditionnellement le vecteur de thèses d'extrême droite. Donc je dis simplement que celles et ceux qui se revendiquent aujourd'hui en même temps de l'extrême droite et de l'idée nationale corse sont des gens qui, sur l'échiquier politique, sont aux antipodes de ce que je porte et de ce que je défends, avec une très large majorité de nationalistes corses. Vous disiez il y a un instant, il faut aussi écouter les gens qui vont voter dimanche, Jordan Bardella ou Marion Maréchal. Une partie de la classe politique française aujourd'hui demande au président de la République de prendre une initiative le 10 juin afin de répondre à ce mouvement-là. Qu'est-ce qu'elle pourrait être selon vous? Ma position, elle est que d'abord, il faut laisser les urnes parler, attendre les résultats du 9 juin, et puis ensuite réfléchir en fonction de ce que sera la situation au lendemain de cette élection. Ce que je remarque, c'est que depuis des années, on voit en France et en Europe monter l'extrême droite, qu'au lendemain de chaque élection qui renforce ces signaux, on dit qu'on va en tirer les conséquences et que finalement on ne le fait jamais. Et que donc le moment est peut-être venu de réfléchir, de tirer les véritables leçons de ce qu'exprime ce vote et puis de donner une direction politique. Alors, trop tôt pour le dire, mais je pense que si les scores respectifs des uns et des autres sont ce que les sondages laissent entendre, la situation politique française imposera certainement une réflexion d'ensemble. Je ne doute pas que le président de la République saura s'approprier les termes du débat et il appartiendra également à l'ensemble des forces politiques de tirer les leçons. Merci Gilles Timone. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. On suivra votre audition. Ce sera cet après-midi à partir de 16h30 au Sénat. On regarde live de la dépêche, Christelle. Transport aérien 2024. Un sujet qui nous est cher. Année record, on imagine. Merci Oriane et joyeux anniversaire. Oh, merci, c'est gentil. À la semaine prochaine, Christelle. Et on passe au Club des Territoires.